transmission entre la Lune et la Terre. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, en février 2024, avec les invités de la saison 1, on est resté bloqué sur la Lune. On voulait juste prendre une photo et revenir. On peut plus redécoller. On travaille à la réparation du prototype, mais avec Pierre, on pense que c'est un pépin moteur. Dans la base de vie, on a de quoi tenir pendant un mois. Et avec Bruno, Aude, Serge, Martin, Pierre et Louis, on s'occupe comme on peut. Mais avec Louis, pour la saison 2, à distance, depuis la capsule, depuis la Lune, on va continuer d'interviewer 5 voironnés sur 5 sujets, pour comprendre le présent et imaginer le futur. Restez branchés. Fin de transmission. Bonjour Benjamin, Eh ben, bonjour Antoine. est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bien sûr, moi Benjamin, j'ai 35 ans, j'habite Grenoble. Voilà, je suis papa de petites filles. Et puis grenoblois depuis ma naissance globalement. D'accord, et est-ce que tu peux présenter donc tes activités professionnelles? Oui, alors je suis responsable d'un réseau de covoiturage qui s'appelle, le réseau s'appelle le réseau M-Covoit Ligne Plus, qui sont des lignes de covoiturage sans réservation. Et voilà, donc je travaille dans une entreprise qui s'appelle Ecov et donc on est opérateur de lignes de covoiturage. C'est un service public de covoiturage. Et donc le syndicat mixte des mobilités de la Grenobloise, ça réunit la métropole de Grenoble, le Pays Voironnais et le Grésivaudan. Donc les lignes de covoiturage sont sur tout ce périmètre-là et maintenant ça inclut aussi d'ailleurs le Vercors. L'idée c'est vraiment un mix, un digital là, d'une application qui est en fait, ces lignes de covoiturage, en fait il faut imaginer des lignes de bus. Et donc en fait on a des arrêts de covoiturage qui sont positionnés sur le territoire. Donc par exemple il y a un arrêt à Voiron, à Champfeuillet. Et le principe c'est en fait que le passager se rend à l'arrêt avec son application. Donc c'est là où il y a l'application. Il fait sa demande de covoiturage. Il demande une destination précise, comme un bus avec des arrêts. Donc on demande une arrivée à Grenoble. Et ensuite il attend qu'un conducteur le prenne. Il n'a pas rendez-vous en fait avec son conducteur. Et en fait sur la route il y a des panneaux lumineux qui informent les conducteurs qui passent qu'un passager attend. Plus dans l'application ça informe les conducteurs qu'il y a un passager qui attend. Et donc le conducteur voit l'information, s'arrête et emmène le passager à destination. Très bien. Alors Benjamin, avec toi aujourd'hui on va parler de mobilité et notamment de mobilité des personnes. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de la notion de mobilité, les différents types de mobilité, les différents modes de transport? Euh, alors en clair, qui bouge, comment et pourquoi? Bon, vaste question que la mobilité. Alors qui bouge, pourquoi, comment, voilà. Tout le monde bouge déjà, hein. Enfin, on a tous besoin de se déplacer pour plein de raisons. Et c'est vrai qu'en fait la mobilité, mais ça c'est ce qu'on retrouve un peu dans votre question, ça recouvre plein de mobilités. En fait c'est plutôt les mobilités et selon le prisme par lequel on va regarder ces mobilités, et ben en fait on va voir des choses différentes. Parce qu'on peut regarder par exemple les mobilités de la semaine par rapport aux mobilités du week-end. On peut regarder les mobilités longue distance, plutôt par rapport aux trajets du quotidien qui sont des trajets courte distance. Les mobilités, on peut les regarder sous le prisme des modes de transport, transport en commun, voiture, les modes doux que sont la marche à pied, le vélo, ainsi de suite. Ou alors, selon aussi les mobilités, si elles sont individuelles, je suis tout seul dans ma voiture ou je suis tout seul sur mon vélo, ou si elles vont être partagées, où là on va utiliser un mode de transport mais à plusieurs. Donc voilà, donc il y a plein de types de mobilité et selon les motifs, voilà, on se déplace pour le travail, pour les études, pour la santé, pour faire des courses. Et ça ne sera pas les mêmes modes, pas les mêmes enjeux, pas les mêmes personnes. D'accord. Alors, à savoir, donc, le motif de déplacement, le motif, on va dire, de la mobilité, détermine d'une certaine manière le mode de transport. Alors complètement, puisque selon effectivement les motifs du déplacement, donc les grands motifs, hein, ça va être cela, hein, ça va être le travail, les études, les loisirs, les courses. Alors, voilà, une fois qu'on a fait ça déjà, on en a quand même pas mal, la santé. Et effectivement, selon le public et selon le motif du déplacement, les modes de transport vont être différents. Par exemple, j'ai préparé un petit peu, je suis allé chercher un peu certaines informations. Dans le pays voironnais, si on parle des trajets domicile-travail, tout pays voironnais, hein, plus de 60% des trajets sont faits en voiture. Domicile-travail. Maintenant, si on regarde par exemple les trajets études, et ben en fait là on voit que la voiture c'est plus que 30%. Et il y a 30% c'est les transports en commun et 30% qui vont être la marche à pied ou le vélo. Et donc voilà, donc selon le motif du déplacement, selon les personnes, on voit qu'en fait les modes de transport vont être un peu différents. C'est multifacteur et clairement, et la mobilité c'est ça qui est à la fois passionnant et très compliqué quand on s'attaque à la mobilité, c'est qu'en fait chaque sujet a plusieurs causes et en fait on ne peut pas traiter un sujet sans en traiter toutes les causes.
Et donc voilà, comme tout impacte tout, très vite on rentre dans des sujets assez complexes. Non, mais c'est certain, on a commencé par le BABA. On verra peut-être ensuite qu'il y a aussi une problématique d'infrastructure, d'habitude et autres. Tu as commencé à en parler. Est-ce que tu peux nous parler de la mobilité partagée? La mobilité partagée, l'idée c'est d'utiliser un mode de transport qui est classiquement individuel et finalement de le faire à plusieurs. Donc la voiture, ça peut être c'est une voiture individuelle et elle devient partagée quand on fait de l'autopartage ou du covoiturage. Donc les mobilités partagées, ça peut être ça. Ça peut aussi être des trottinettes ou des vélos en libre service. Ça aussi c'est de la mobilité partagée. En gros, il y a un équipement, une trottinette, un vélo, et qui va être utilisé par plein de monde. Et donc après voilà, il y a ces trois grands types là. Donc il y a l'autopartage. Donc l'autopartage, c'est le fait d'avoir un véhicule et qui en fait est partagé par plusieurs personnes, utilisé par plusieurs personnes. Donc il y a des opérateurs qui font ça. Dans le Voironnais, il y a Cities notamment. Voilà, on n'est pas propriétaire de la voiture, on la loue, on l'utilise à un temps, et puis après il y a quelqu'un d'autre qui l'utilise. Voilà, donc soit c'est ça peut aussi être fait entre particuliers, tout simplement. Et puis après il y a le covoiturage. Donc là le covoiturage, c'est simplement le fait de se déplacer à plusieurs dans une voiture. Et les deux se cumulent. On peut très bien faire de l'autopartage et être à plusieurs dans une voiture et donc faire du covoiturage. Alors les chiffres, juste pareil, pour avoir des grandes idées en tête. Le pays Voironnais, au quotidien, sur tout le territoire du pays Voironnais, c'est à peu près 350 000 déplacements par jour. Alors, un déplacement, c'est compter comme ça, c'est je vais chez le boulanger, c'est un déplacement, du boulanger je vais au travail, c'est un deuxième déplacement, ainsi de suite. Mais donc 350 000 déplacements, ce qui est quand même très significatif, et un peu plus de 50 000, dont 50 000 déplacements qui sont orientés vers la métropole. Donc il y a ces flux aussi entre les territoires, il y a aussi pas mal de déplacements en direction de la Bièvre. Donc c'est à la fois interterritoire et à l'extérieur. Et donc c'est vrai que, toujours pareil, sur le territoire du pays Voironnais, on voit que plus de 60% des trajets au global sont faits en voiture. C'est comme ça, c'est des habitudes qui sont prises et c'est pas tellement une question d'habitude, une question de manque de choix. En fait, quand on habite à Chirins ou autour des communes du lac, la question c'est pas de savoir si on prend ou pas sa voiture, c'est qu'en fait on n'a pas le choix, on est obligé d'avoir une voiture pour se déplacer. Donc forcément ça se ressent ensuite dans les chiffres. Et donc ça rejoint après le sujet effectivement du taux d'occupation des véhicules, où en fait sur les trajets du quotidien, donc c'est les trajets courte distance qu'on a évoqués un peu tout à l'heure, et en gros c'est le taux d'occupation d'un véhicule, c'est 1,4. Donc il y a 1,4 personnes par personne dans les véhicules, ce qui est très peu quand on sait qu'un véhicule globalement a 5 places, quoi. Et les 2 tiers d'un véhicule qui se déplace, donc on utilise de l'énergie pour faire déplacer des véhicules, et cette énergie-là elle est perdue parce qu'en fait on déplace du vide. Et c'est vrai que ça questionne beaucoup sur tous ces sièges libres qui circulent et de comment on pourrait en fait faire en sorte qu'ils soient mieux utilisés. Notre président a dit que les Français adoraient la bagnole. Je sais pas s'ils adorent la bagnole, sans doute qu'il y a un peu de ça. Il y a aussi encore une fois le côté où en fait on n'a pas le choix en fait de prendre sa voiture, et ça c'est quand même la conséquence en fait de 30, 40, 50 ans d'aménagement territorial pour la voiture. C'est tout comme ça. Enfin, c'est pas à critiquer ou quoi, c'est juste un fait qui s'est passé comme ça. Et donc aujourd'hui le résultat de ça, c'est que les gens prennent tout seuls leur voiture parce que toutes les infrastructures ont été pensées pour ça en fait. Et enfin c'est pas qu'elles ont été pensées pour ça, qu'elles n'ont pas été pensées à l'inverse pour que les gens puissent en fait partager la mobilité. Et c'est des choses qui bougent aujourd'hui, vraiment. Encore une fois, l'autopartage, le covoiturage, c'est des secteurs qui sont quand même relativement aujourd'hui actifs et dynamiques en termes d'action. Alors même si on voit bien que les résultats sont longs à mettre en place, parce qu'on revient quand même sur quelque chose aussi de comportemental, où après c'est à chacun de faire sa part, et c'est là où on rentre dans le dur, dans les habitudes. Mais voilà, en tout cas ça bouge au niveau des infrastructures, et c'est ça qui va permettre que ça décolle à un moment donné. Je connais pas le réseau interne spécifiquement au Pays Voironnais, en tout cas sur les liaisons interterritoires, il y a ces lignes express qui existent. Ça, il faut vraiment voir que ça n'existe pas partout en France, donc je rejoins complètement. Il y a une vraie offre de transport en commun performante. C'est un des sujets. Pour que les gens utilisent les transports en commun, en fait, c'est des questions de la performance. Moi, je veux bien laisser ma voiture, mais par contre, à certaines conditions, il faut que ça marche, quoi. Et notamment, il faut que ça soit fréquent, il faut que ça soit fiable, et il faut que le temps de trajet soit rapide. Et ça, typiquement, les lignes express cochent les 3 cases. On va être sur des lignes, sur des lignes
avec de la fréquence de bus toutes les 7 à 10 minutes en heure de pointe, donc c'est quand même hyper fréquent, avec une très belle fiabilité et des temps de transport en fait où comme il y a très peu d'arrêts sur ces lignes express, c'est pas des micro, là on parle pas de micro-lignes qui s'arrêtent tous les 5 mètres, hein, et du coup comme il y a peu d'arrêts, en fait c'est vite très compétitif avec la voiture, d'autant plus avec la voie réservée pour les bus dès qu'il y a des bouchons là sur l'autoroute entre Voiron et Grenoble. Les bus peuvent se mettre là sur la voie et du coup en fait les gens gagnent du temps par rapport aux voitures. Alors si on comprend bien, sur la mobilité partagée, il y a l'autopartage, le transport en commun et le covoiturage. Alors c'est vrai qu'on pense tout de suite à la voiture quand on parle de mobilité partagée. On disait tout à l'heure que le motif de déplacement déterminait le mode de transport. Alors c'est vrai, quand vous allez chez votre voisin, vous n'y allez pas en voiture, et quand vous allez à Paris, vous n'y allez pas en vélo. Mais effectivement, tu as commencé à en parler, et je pense qu'on pourra en parler tout à l'heure, c'est qu'effectivement l'usage de la voiture est extrêmement importante en France, liée peut-être à des raisons géographiques, d'infrastructure, de sécurité, de confort, d'habitude. Ça, on en parlera tout à l'heure. Donc une fois dit que la voiture est utilisée très massivement, est-ce que tu peux nous parler du covoiturage et notamment des freins euh, pour les non-usagers et des bénéfices pour les usagers? Ça, c'est des choses qui sont assez maintenant connues et identifiées, hein. C'est pas pour autant qu'on arrive facilement ensuite à les lever, mais en tout cas, les freins sont bien identifiés. Bon, le premier frein au covoiturage, on en revient sur le sujet d'habitude et de comportement. Voilà, on a chacun nos habitudes dans nos déplacements, et puis voilà, on fait comme ça parce qu'on a l'habitude de le faire et que c'est plus simple et qu'on n'a pas forcément envie ou la possibilité facilement de changer. Le deuxième point, après, on revient vite sur quelque chose de l'organisation en fait. C'est aujourd'hui covoiturer, si on veut le faire à plusieurs, c'est beaucoup assimilé à une logique d'organisation. Il faut se donner rendez-vous avec quelqu'un, il faut que ça matche en termes d'horaire, en termes de lieu. Il y a toutes les contraintes personnelles qu'on va avoir, la famille, les enfants, les loisirs, ainsi de suite, qui fait qu'on va pas forcément faire des trajets. L'exemple que je donnais tout à l'heure, on fait pas A, B, B, A. On fait A, B, B, C, C, D, D, tout ce qu'on veut, et puis voilà. Et donc ça complique vachement en fait la pratique du covoiturage, ou à la limite il faut l'organiser par tronçon, c'est ça. Et puis après, il y a aussi d'autres sujets mais finalement qui ressortent vraiment nettement moins que cet aspect d'habitude et d'organisation, qui va être les questions de sécurité. C'est vrai que voilà, en covoiture, je monte potentiellement avec un inconnu, et donc comment je me sens en sécurité là-dedans, en confiance. Donc voilà, il y a des choses comme ça aussi qui ressortent pour les freins. Et pour les gains, il y en a deux qui sont très nettement au-dessus du lot, hein. Le premier, c'est quand même un sujet d'environnement quand même. On vient déplacer des véhicules ou ce qu'on veut, ça consomme de l'énergie, et qu'aujourd'hui, voilà, l'énergie, c'est un vrai sujet. Donc plus on est dans une voiture, moins on produit de gaz à effet de serre, et mieux c'est pour la planète. Et pour l'instant, on n'en a qu'une de planète. Il y a un sujet financier. Ne pas prendre sa voiture, clairement, c'est économiser de l'argent, hein. Alors, ça dépend du trajet, de la fréquence, ainsi de suite, mais voilà, donner un peu de l'ADN d'organismes comme ça, ou quelqu'un qui fait un trajet de 30 km quotidien, s'il se met à covoiturer de façon régulière, donc c'est-à-dire ne pas être que passager, mais alterner passager-conducteur, ça peut être d'une économie de l'ordre de 2000 € par an. Donc c'est très concret en termes de pouvoir d'achat. Et puis après, il y a d'autres choses qui sont moins perceptibles immédiatement, on va dire, mais il y a le sujet de la convivialité. Covoiturer, c'est ça, et puis faire rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés. Et le dernier qui je trouve toujours hyper intéressant, c'est le sujet de la fatigue. En fait, les conducteurs ne se rendent pas compte de la fatigue que ça engendre de conduire, parce qu'en fait, ils le font tout le temps, et voilà. Et c'est quand les gens se mettent à moins conduire qu'ils se rendent compte, en fait, qu'ils regagnent de l'énergie, en fait. Mais ça c'est un gain qui n'est qu'après coup, donc qui est difficile, qui est pas très palpable avant, quoi. Non, mais c'est certain, avec les mal de dos et autres, tout à l'heure, tu as parlé de convivialité. Alors, tu vois, ça me fait penser à mon adolescence, quand je faisais de l'autostop. Qu'est-ce que tu en penses, tiens, de l'autostop? L'autostop, c'est une pratique qui fonctionne. Enfin, quand on parle moi, souvent on rentre là-dedans un peu sur le covoiturage, vous avez rien inventé, l'autostop fonctionne. Mais oui, l'autostop fonctionne. Faites de l'autostop dans votre commune où vous voulez, vous allez partir. Et vous allez partir vite. Enfin, c'est certain, c'est évident. Une fois qu'on a dit ça, on comprend bien que l'autostop, il y a plein de freins. Aller se mettre au bord de la route pour lever un pouce,
en fait, on fera jamais de la massification de déplacement avec de l'autostop. Et les gens ne seront jamais à l'aise de faire ça. Et puis il y a un sujet de confiance, de sécurité. Alors là déjà, quand on parle de covoiturage, on en a parlé tout à l'heure, bah là je monte carrément avec un inconnu, aucune trace du trajet, donc c'est des freins qui sont beaucoup trop importants pour massifier. Mais là aussi, il y a des choses, d'initiatives qui se mettent en place. Le SMAG développe des panneaux à boutons poussoirs, des panneaux lumineux où on appuie et ça allume la destination. Et du coup, ça informe le conducteur qui passe que ma destination elle est affichée, il sait où je vais. Et donc, j'ai pas besoin déjà de me mettre au bord de la route, mettre un pouce, avoir une pancarte avec un bout de crayon. C'est des choses, c'est des petites choses qui sont pas si petites que ça, mais qui pareil, contribuent à structurer et à aider à ces trajets du quotidien. Typiquement, là, donc on a ouvert une ligne dans le Vercors, donc j'ai pas mal été dans le Vercors. Il y a une vraie culture dans les territoires de montagne, de manière générale, une culture de l'autostop qui est assez, qui est vraiment impressionnante. Enfin, vraiment, les gens, pour le coup, beaucoup plus naturellement le font, et surtout, ils le font parce qu'encore une fois, ça marche. Et il y a le sujet aussi, c'est aussi des territoires où ce qu'on va aussi retrouver dans les plus petites communes. Il y a aussi le sujet de la solidarité là-dedans. Les gens se connaissent plus, ou en tout cas ils ont plus conscience de la complexité à se déplacer, donc ils vont plus être enclins à faire le petit effort de rendre service parce qu'eux-mêmes voient bien les difficultés qu'ils peuvent avoir, et donc ok, je vois quelqu'un qui attend sur le bord de la route, je vais m'arrêter en fait. Mais oui, non, mais en tout cas l'autostop, allez-y, ça fonctionne. Alors là, comme tu le sais, avec Louis, on aime se projeter dans le futur. Dans les prochaines décennies, en tout cas, on parlera ensuite des enjeux. Mais déjà, selon toi, est-ce que les gens seront plus mobiles en France dans le futur? Moi personnellement, j'ai du mal à croire qu'on puisse être plus mobile qu'aujourd'hui. Enfin, on est quand même arrivé à un niveau de mobilité. Je veux dire, payer son billet d'avion 40 euros, 50 euros pour aller à Lisbonne, je pense qu'on atteint un niveau de capacité à se déplacer qui est quand même assez dingue, et je vois pas comment on peut aller plus loin, et je sais pas si c'est souhaitable, encore une fois, parce qu'en fait, encore une fois, je reviens sur le sujet quand même de l'environnement qui, quand on parle de mobilité, c'est quand même pareil, j'ai pas le chiffre en tête, hein, mais la mobilité dans le gaz à effet de serre, c'est une part très importante. Hein. Et donc voilà, plus se déplacer, je suis pas sûr. Par contre, à l'inverse, ce qui est certain, c'est qu'on aura toujours besoin de se déplacer. Sans faire plus, mais en besoin d'en faire autant, c'est plutôt comment on continue à se déplacer, mais en faisant autrement en fait. Et moi, le futur de la mobilité, je le vois plus là. Et encore une fois, je suis désolé, mais on revient un peu sur des sujets de taux d'occupation, en fait, d'une manière générale, d'optimiser tous les modes de transport qui existent, et aussi d'optimiser tout à l'heure on a parlé un peu d'intermodalité, l'enchaînement de différents modes de transport, comment on fait que ça soit le plus fluide possible pour que je puisse faire mon trajet A à D, en fait, en enchaînant plusieurs modes de transport et en ayant à la fin un temps de parcours qui soit relativement acceptable, parce qu'on sait que si ça explose, ça marche pas. Mais voilà, je vois plus ça. Par exemple, sur les choses du futur, moi, c'est un truc qui me questionne beaucoup, c'est la voiture autonome. La voiture autonome, ok, donc ça re-questionne, des échanges qu'on avait un peu eu, mais ça re-questionne la question de qu'est-ce qu'on dans le transport, du temps disponible qu'on peut avoir, faire des choses. À l'inverse, la voiture autonome, intellectuellement, c'est potentiellement se dire qu'on va avoir un taux d'occupation de véhicules inférieur à 1. On peut avoir des voitures qui vont rouler avec personne dedans. Parce qu'on créerait en fait un service de fréquence automatique. Mais en fait, c'est-à-dire que s'il n'y a personne, la voiture roule. Donc en fait, on déplace du vide. Un des leviers un des motifs de déplacement, c'est la consommation. Que ce soit faire ses courses, aller acheter des vêtements, voilà. Et donc demain, effectivement, cultiver ses légumes, donc c'est aller moins en courses. Réparer ses vêtements, c'est acheter moins de vêtements neufs qui viennent de l'autre bout du monde. Nos modes de vie, nos habitudes, nos modes de consommation impactent, encore une fois, à la fois directement et indirectement la mobilité. Ouais, et on en parlait aussi avec Pierre-Emmanuel, qu'on avait vu il y a quelques semaines. Comme tu disais, effectivement, le prix du vol maintenant est au plus bas. Et on disait effectivement que maintenant des vacances, on peut en faire à côté de chez soi. Passer un week-end à faire du vélo à côté de chez soi. Ouais, redécouvrir effectivement son environnement plus proche. Effectivement, pour ça, le vélo notamment est super. Mais oui, il y a l'idée de se dire, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour réussir ses vacances. Mais voilà, ça aussi, ce qui est difficile, c'est que c'est un acquis aujourd'hui. Enfin, en fait, là, on parle de se priver de quelque chose auquel on a accès.
Bon, bah c'est pas facile de se priver de quelque chose auquel on a accès et auquel on a potentiellement facilement accès. Alors, encore une fois, il y a quand même toujours des sujets de pouvoir d'achat là-dedans. Bien sûr, on peut aller à l'autre bout du monde, mais il faut, suivant où on va, quand même, le prix du billet d'avion va quand même être significatif. Mais voilà, en tout cas, c'est aujourd'hui une possibilité qu'on a. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on se refuse de le faire et de se dire, allez, je vais plus modestement aller plus proche de là où j'habite et pour au final passer des vacances qui seront aussi tout aussi bonnes. C'est aussi question du rapport au temps. Voilà, on va sur d'autres choses après, mais ça questionne un peu tout ça. Ouais. Oui, c'est ce qu'on essaie de faire aussi, tu vois, essayer de se projeter. Alors, toujours dans cette problématique de projection, Benjamin, quels sont selon toi les futurs enjeux de la mobilité et de ces modes de transport dans le futur? Aujourd'hui, on consomme trop d'énergie par rapport à ce qui. Enfin, aujourd'hui, notre énergie, elle est majoritairement avec des ressources fossiles. Hein, ça reste encore ça. Euh, et donc, à un moment donné, ces ressources-là, elles vont diminuer. Alors, il y a toujours le débat de l'innovation qui peut permettre de pallier à ça. Peut-être, mais bon, on n'en sait rien. Il y a peut-être des gens qui savent, mais moi je sais pas. Et donc, à quel moment est-ce qu'on change, on met en place des changements, qui soient d'infrastructure ou de changement de comportement, pour se garantir de continuer à pouvoir se déplacer dans le futur comme on souhaite le faire. Enfin, comme on souhaite le faire. En tout cas, de continuer à pouvoir se déplacer. Alors, encore une fois, autrement peut-être, mais de pouvoir continuer à le faire. Euh, donc moi, on va beaucoup être sur ces sujets-là de, de, de bonnes offres de transport en fonction de type de flux, de taux d'occupation, d'infrastructure. La mobilité de demain, c'est plus celle-là. On voit, c'est pas forcément de réinventer, mais plus de mieux utiliser ce qui existe. Oui, d'accord, donc c'est l'optimisation, effectivement. On avait parlé avec Pierre de la nécessité, et comme tu dis, de gérer l'énergie qui n'est pas infinie, et peut-être dans un phénomène de réindustrialisation, prioriser la consommation d'énergie dans des process industriels. Alors toujours en optimisant eux aussi euh, la gestion de l'énergie. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Ouais, ah bah l'énergie, encore une fois, elle a une limite quand même. Et donc, c'est des vases communicants. Hein, donc, s'il y a une limite, tout ce qu'on utilise pour se déplacer, on l'utilise pas pour autre chose. Et donc, si on en utilise moins pour se déplacer, et on peut l'utiliser plus pour les entreprises, pour produire. Donc, oui, complètement, ça, les deux communiquent. Euh, donc, mais bon, après, les entreprises ont aussi, de la même manière, ces mêmes problématiques-là. Hein, c'est comment elles produisent leurs biens, leurs services en consommant moins d'énergie. Elles ont le même enjeu à leur échelle, en fait. Hein, tout le monde a cet enjeu-là. On l'a aussi chez nous, à notre maison, tri des déchets, ainsi de suite. Euh, donc, euh, donc voilà, chacun a sa part. Et chacun doit le faire le mieux qu'il peut. Oui, effectivement, c'est chacun à son échelle. Alors, tu as commencé à en parler. Alors, on ne peut pas rentrer dans les détails, effectivement, mais euh, alors, pour faire face aux enjeux que tu viens d'énumérer, quel rôle vont jouer les entreprises et quel rôle elles joueront dans ces problématiques de mobilité et de mode de transport dans le futur? Alors, sur le sujet de la mobilité, les entreprises, elles jouent déjà un rôle. Hein. Il y a un impôt payé par toutes les entreprises pour financer en partie la mobilité. Et ça, cette taxe-là, elle va dans un pot commun pour la collectivité. Et ensuite, la collectivité le redistribue. C'est pas ensuite de la mobilité pour les entreprises. Donc, déjà, les entreprises, elles contribuent déjà financièrement. Sur ce modèle plus privé, pour moi, je le vois plus en tout cas de façon collective qu'individuelle. Qu'une entreprise toute seule commence à faire des choses, même quand même elle aurait l'argent voilà, mais du coup c'est que pour son bénéfice à elle. À la limite, s'il doit y avoir des initiatives privées, qu'elles soient collectives, à l'échelle d'un parc d'activités, que les entreprises se mettent ensemble pour dire bon voilà, collectivement on va mettre un petit peu d'argent et pour peut-être amener un supplément. Dans tous les cas, ça sera du service public. Ça sera d'abord financé en priorité par la collectivité, mais ça n'empêche pas d'avoir un peu de financement privé qui peut permettre d'améliorer, de répondre encore plus précisément à des besoins très spécifiques auxquels, encore une fois, la collectivité ne peut pas répondre parce que des sujets économiques, quoi. Euh, Non, mais c'est évidemment un sujet super complexe. Mais juste dans la continuité des entreprises, je te donne un exemple. J'habite à Chirins. De
Et je travaille sur le parc d'activités de Centralpe. Tu as parlé tout à l'heure d'intermodalité, de ces modes de transport. Alors, je prends ma voiture de Chirins, je la dépose à Voiron, je prends le train de Voiron à Moirans, à la gare de Moirans, et donc de Moirans à mon boulot, sur le parc d'activités de Centralpe, comment je fais? Alors, c'est plus, et tu parlais tout à l'heure effectivement de cette théorie du dernier kilomètre. Est-ce que c'est pas là où l'entreprise elle a effectivement le plus d'impact? C'est-à-dire ce fameux dernier kilomètre là. Donc, s'il n'y a pas effectivement d'offre qui est proposée par l'entreprise, la personne moi j'habite à Chirins, je prends ma voiture pour descendre à Centralpe. Donc effectivement, et après, là où tu interviens, c'est avec le covoiturage pour y descendre. Mais en amont, sur l'intermodalité, est-ce que l'entreprise elle n'a pas un rôle à jouer prépondérant, impactant sur ce fameux dernier kilomètre, donc de la gare de Moirans notamment, jusqu'à l'entreprise sur le parc d'activités qui est très grand notamment. Complètement. Bah après, c'est là où on peut revenir sur de la mobilité partagée, sur des flottes de vélos en libre accès partagé ou de trottinettes. Parce que oui, l'exemple de Centralpe, il est exactement là. On arrive à la gare de Moirans, qui est à un bout du parc d'activités. Et quand vous êtes là, si vous voulez jusqu'à Radial, vous le faites pas à pied. Hein. Enfin, vous pouvez, hein, mais c'est 40 minutes à pied. Bon, 2 fois par jour, vous n'avez pas forcément le temps pour. Et donc, comment vous le faites? Et donc, oui, là, les entreprises, mais de plus en plus, elles le font, hein, avoir effectivement des flottes de véhicules partagés. Ou encore une fois, c'est là où on revient aussi sur. Là, c'est de la micro-mobilité. Mais il y a toujours ces véhicules qui circulent en fait. Hein. Donc, donc qu'est-ce qu'on met en place finalement pour que la personne qui est à la gare, en fait, il y a un véhicule qui circule de toute manière et qui fait l'effort juste en fait d'aller récupérer la personne pour aller déposer en fait pas trop loin et qu'il y ait un compromis qui soit fait. Donc ça aussi, et là c'est l'organisation collective. Entreprise, quand vous commencez à avoir des grands parkings, quand vous arrivez un peu en dernier, bah, vous vous garez au fond du parking, bah, faut encore marcher en fait. Et donc du coup, pour inciter au covoiturage, ils mettent les places les plus proches de l'entrée réservées pour le covoiturage. Donc c'est des petites choses, ça coûte rien, là on parle de la peinture là, hein. Donc il y a zéro coût. Et ça c'est des petites choses comme ça qui petit à petit quand même permettent de faire bouger un peu les lignes et inciter les salariés. Et voilà, et le sujet, ce sujet du premier dernier kilomètre, il est hyper impactant parce que potentiellement c'est ces liaisons là qui font que le temps de trajet explose par rapport à je prends ma voiture d'un point A à un point B. Parce qu'à chaque fois c'est une rupture de charge et tu as le temps de changer de mode et si tu dois attendre un bus, ainsi de suite. Et donc c'est ça, au plus tu optimises ces liaisons premier dernier kilomètre, au plus tu as de chances que les personnes finalement, c'est le taux d'acceptation de combien de temps, en gros la question c'est combien de temps je suis prêt à mettre en plus pour faire mon déplacement en laissant ma voiture. Ben, globalement, on voit bien que si c'est 50% de temps en plus, c'est très compliqué. Certains le font, mais là on parle de gens vraiment convaincus. Après, c'est un mode de vie, enfin vraiment voilà. Mais pareil, on fera pas de la massification en augmentant le temps de 50%, ou alors sauf si elle est contrainte, parce qu'elle peut être subie aussi, hein, et ça, c'est pas souhaitable. À partir du moment où c'est voulu, voilà, 20-30% de temps supplémentaire, ok, c'est acceptable. Donc qu'est-ce qu'on met en place pour que ça ne prenne que 30% de temps en plus et que du coup je fasse ce trajet-là. De plus en plus d'entreprises qui ont des référents mobilité, donc c'est une personne qui a une casquette en interne, en tout cas de regarder ces sujets-là et de voir ce qui peut être fait. Alors après, question de mettre des budgets ou pas, voilà, très vite on rentre là-dedans, mais en tout cas d'avoir des personnes référentes identifiées qui sont chargées déjà, premièrement, de faire un diagnostic, de savoir comment, parce que si on veut agir, il faut déjà savoir comment les salariés viennent travailler en fait, c'est quoi leur mode. Donc déjà, il y a des petites enquêtes à faire, et en fonction des résultats, mettre un petit plan d'action qui peut ne pas être très ambitieux, mais en tout cas commencer à mettre un peu des premières pierres. C'est sûr que ça bouge. Oui, donc là on voit la complexité de la mobilité qui est énorme. Donc si on comprend bien, l'intermodalité des modes de transport, c'est compliqué à mettre en place structurellement, en tout cas sur le moyen terme, même si effectivement il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, mais donc c'est compliqué. Donc en substitut, effectivement, c'est la voiture. Et la voiture, aujourd'hui, ton job et le challenge face aux enjeux dont tu nous as parlé, c'est effectivement augmenter ce taux d'occupation, cette optimisation, ce taux d'occupation à 1,4 et essayer de le faire tendre à 4 ou 5. Et on n'a pas eu le temps d'en parler, mais effectivement, il y a cet aspect aussi univers urbain ou rural et tout ça. Il y a d'autres problématiques. Alors, on a rencontré Maud Changeur, qui est gérante de l'agence immobilière Changeur à Voiron, qui nous a parlé donc de l'immobilier et de son futur, qui avait une question pour toi.
Donc, à savoir, quels seraient ou quels seront les modes de transport du futur. Alors, on a parlé de voitures volantes, tu sais, de téléphériques urbains. Je pense aussi à des lignes de chemin de fer modulaires, tu vois. Alors, selon toi, quels seront les modes de transport du futur? Alors, bah, on n'est pas devin, mais on peut jouer en tout cas à essayer d'imaginer les futurs modes de transport. En tout cas, moi je pense qu'ils seront multiples. Là où on est très concentré sur quelques modes, je pense qu'il y en a plein de nouveaux qui vont émerger et qui vont correspondre à des micro-besoins. Voilà. La mobilité de demain, pour moi aussi, il y a le sujet des véhicules, du poids des véhicules, de la taille des véhicules en fonction du type de déplacement qu'on a à faire. Ça rejoint un peu le sujet des véhicules électriques, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais d'avoir des plus petits véhicules pour déplacer moins de monde, mais en fait pour faire des petits trajets, bah, ça suffit largement. Donc il y a plein de nouveaux véhicules qui apparaissent de ce type-là. Voiture volante, voilà, j'y crois pas trop, et plus que ça, c'est encore une fois, est-ce que c'est souhaitable? Enfin, je suis pas sûr. Par contre, c'est vrai que l'avantage du téléphérique, c'est que ça permet de franchir des rivières, ça franchit des barrières qu'aujourd'hui le terrestre franchit pas bien. Bon, ça reste quand même des projets qui sont compliqués, qui prennent du temps, mais ça fait partie de l'offre globale de mobilité qui devra exister, et on en revient à des choses qu'on a un peu évoquées ensemble, de se dire le bon mode de transport pour le bon déplacement, quoi. Ni plus ni moins. Mais en fait, pour moi, le futur de la mobilité, c'est la sobriété. Le maître mot, il est là, en fait. C'est encore une fois, faire mieux avec moins, et en étant tout aussi content. Et en fait, pour moi, voilà, le futur, moi que j'imagine et qui serait souhaitable, je pense, pour tous, en tout cas, c'est celui-là. Et donc, une fois que tu dis ça, bah effectivement, les voitures volantes, les trucs un peu fous, le cinquième élément, tout ce qu'on veut, et bah ça n'a pas trop sa place dans ce monde de la sobriété. Ça a sa place dans les films, c'est génial, mais pas dans la vraie vie, quoi. Oui, non, mais c'est certain, parce qu'entre la réalité et la fiction, parfois. Alors, prochainement, on reçoit Nathalie Murat-Mathian, qui est directrice de France Travail, anciennement Pôle emploi, Centre Isère, donc qui évidemment a son agence à Voiron, mais aussi, je crois, à Saint-Marcelin. Est-ce que tu aurais une question à lui poser? Alors, ça peut être sur la mobilité, ça peut être sur le travail, sur le présent, sur le futur. Alors, est-ce que tu aurais une question à lui poser? Euh, c'est déjà fini aujourd'hui, mais ça va potentiellement s'accentuer, je sais pas. Le fait que dans notre vie professionnelle, on va avoir plusieurs vies professionnelles, on va plus être dans la même entreprise pendant toute notre vie, ça va globalement plus exister, ou très rarement, en tout cas ça va être l'exception. C'est déjà le cas aujourd'hui, moi je pense que ça va encore peut-être plus s'accentuer, ou peut-être les gens vont changer même encore plus fréquemment, voilà. Voilà, quel impact ça peut avoir, pour des structures comme France Travail, qui doivent aider les gens une fois qu'ils sont sortis du système, en tout cas de l'emploi, là, qui sont à la recherche d'un emploi. Comment on accompagne ces gens-là pour re-rentrer là, dans ce système-là qui avance très vite, qui tourne très vite. Et quand t'es dedans, à la limite, tu surfes sur la vague, t'enchaînes. Puis dès que t'es passé à côté, comment tu re-rentres dans la vague, quoi. On lui posera cette question. Et ben écoute, un grand merci, Benjamin, pour ton temps et pour ces explications sur la mobilité. Parfois, c'est pas facile à comprendre. En tout cas, c'est un sujet qui est très complexe. Merci, Benjamin. Merci Antoine, À bientôt. bonne journée.